pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Souleymane Ba, je suis consultant au cabinet Syndex. Personnellement, moi, je suis basé dans la région PACA, puisque le cabinet est implanté dans l'ensemble des régions de France. Et puis, je m'occupe aussi un peu plus spécialement d'une équipe au sein de Syndex spécialisée sur les sujets des restructurations. Donc, c'est à ce titre-là que je vais animer ce webinaire d'aujourd'hui. Et pour l'animation, aujourd'hui, je suis avec ma collègue Joséphine Delorme, qui travaille au service communication de Syndex, et puis qui est là aussi pour participer à l'animation de ce webinaire. Notamment, c'est Joséphine qui prendra les questions que vous souhaitez me poser. Peut-être avant de commencer, je vous rappelle que le webinaire sera enregistré et donc il sera disponible en replay sur le site de Syndex, syndex.fr. Je pense d'ici la semaine prochaine, vous pourrez retrouver ce webinaire et le revisionner si vous le souhaitez. Et puis, nous communiquerons la présentation que je vais faire défiler aujourd'hui aux participants de ce webinaire. Je vous invite aussi à consulter régulièrement le site internet de Syndex. Vous y trouverez un certain nombre d'informations, de fiches pratiques qu'on réalise assez régulièrement à destination des représentants du personnel pour un peu traiter les différents sujets d'actualité et vous appuyer dans votre travail de représentant du personnel. Donc, je vois qu'il y a maintenant un peu plus de participants. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est d'utiliser le chat de l'application Zoom. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Et puis, je vais essayer d'y répondre au cours de ma présentation en fonction des différents thèmes que je vais traiter. Joséphine, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions que je ne vois pas passer. Et puis, on prendra le temps à la fin de ce webinaire de revenir sur les éventuelles questions auxquelles je n'aurai pas répondu. Alors, c'est parti pour le sujet du jour qui est, comme indiqué sur le titre de la présentation, hein, le CSE face aux enjeux de restructuration. Pourquoi traiter ce sujet particulièrement aujourd'hui? Puisque malheureusement, on sait bien que de nombreuses entreprises se retrouvent aujourd'hui dans des situations plus ou moins difficiles en lien avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, et que de nombreuses entreprises sont rentrées ou vont rentrer dans des phases de restructuration. Et on va voir un peu les différents outils à disposition des entreprises qui existent et surtout comment, en tant que représentant du personnel, vous pouvez vous préparer au mieux à ces sujets complexes que sont les restructurations d'entreprises. Le premier point qui me semble assez important sur lequel je voulais revenir, c'est comment se préparer au mieux en tant que représentant du personnel et comment analyser finalement la situation économique et financière d'une entreprise. Comment être un peu vigilant pour capter les différents signaux qu'on peut avoir qui nous indiquent qu'une restructuration pourrait se préparer. Souleymane, juste, je permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux te mettre en présentation de diaporama en plein écran, s'il te plaît? Tout à fait. Voilà, ce sera mieux, effectivement. Donc, vous voyez, sur ce schéma, on a essayé un peu de résumer la situation actuelle qui est créée par la crise sanitaire, qui vient, pour de nombreuses entreprises, impacter l'activité de ces entreprises. Et ici, l'idée, c'est justement de s'interroger sur quels sont les indicateurs dont peuvent bénéficier les représentants du personnel, notamment les élus de CSE, pour suivre cette activité et déceler les variations importantes d'activité. Alors, on peut suivre notamment le carnet de commandes d'une entreprise, le suivi des commandes, le chiffre d'affaires, bien évidemment. Et après, chaque entreprise a plus ou moins ces indicateurs qui permettent de mesurer le volume de l'activité. C'est extrêmement important de se poser la question de savoir quels sont les indicateurs pour suivre cette question-là et comment on s'assure d'avoir un suivi régulier. Par exemple, une présentation mensuelle du carnet de commandes faite en CSE
pour pouvoir savoir où on en est de l'activité à date, de l'activité prévue pour les prochains mois jusqu'à la fin de l'année, etc. Cette baisse de l'activité, elle a très souvent pour conséquence une baisse de la performance opérationnelle, une baisse de la profitabilité. Là encore, l'idée, c'est de se dire quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer cette question de la performance opérationnelle de l'entreprise, de sa profitabilité. Et donc, très souvent, on va ici s'intéresser à la question des marges, à la question du résultat d'exploitation, du résultat net. Un certain nombre de niveaux de résultats qui nous permettent de mesurer cette performance de l'entreprise. Là encore, on a donné quelques exemples. Quand je parle de marge, de résultat d'exploitation, de résultat net, ce sont des indicateurs qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Mais il ne faut pas hésiter, en tant que représentant du personnel, à essayer de savoir quel est l'indicateur principal qui permet de mesurer ces éléments-là au sein de son entreprise. Chaque entreprise peut avoir ses propres indicateurs. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est essayer de se poser la question de quel est l'indicateur que suit le dirigeant de l'entreprise au quotidien, pour savoir si son entreprise fonctionne plus ou moins bien. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tant que représentant du personnel pour suivre la situation et prévenir d'éventuelles difficultés. Je continue mon schéma. Donc, on a vu l'impact de l'activité qui va souvent jouer sur la performance opérationnelle, et une baisse de la performance opérationnelle, une baisse de la profitabilité va souvent venir dégrader la situation financière de l'entreprise. Là encore, quelques exemples d'indicateurs qu'on peut suivre. On peut bien évidemment demander la communication du bilan de l'entreprise pour analyser la situation financière. On peut suivre de manière régulière la trésorerie de l'entreprise. Là encore, on pourrait légitimement, et il faut avoir une présentation régulière du niveau de trésorerie de l'entreprise de manière mensuelle devant le CSE pour pouvoir comprendre où on en est de cette situation financière. Cette situation financière, elle va avoir, elle aussi, des répercussions sur l'activité de l'entreprise. Quand une situation financière se dégrade, on va venir réduire les possibilités pour l'entreprise d'investir, d'avoir une politique de R&D conséquente. Et donc, tout ça va avoir des répercussions sur l'activité future de l'entreprise. Donc, vous voyez comment on reboucle notre schéma et comment les différents sujets sont liés. Mais le message important que je souhaitais faire passer, c'est la nécessité pour les représentants du personnel, les élus de CSE, d'avoir une communication régulière permettant de suivre la situation économique et financière de l'entreprise, de pouvoir en discuter, d'échanger avec l'employeur de manière régulière sur cette situation. Et ça, c'est le préalable pour anticiper d'éventuelles restructurations qui se profileraient. Je continue avec quelques éléments où on a essayé un peu ici de caractériser les différents types de difficultés auxquelles on peut se retrouver confronté et de mettre en regard les différentes réponses qui sont possibles. Vous voyez sur la gauche de ce schéma les difficultés qu'on a caractérisées un peu par ordre d'importance, en commençant par des difficultés qui sont passagères et qui finalement sont absorbables par l'entreprise ou par le groupe auquel appartient l'entreprise. Face à ces difficultés finalement passagères, qui peuvent être créées par la crise sanitaire ou par d'autres éléments, mais qui ne sont que de courte durée, on peut se dire que finalement, dans ce genre de situation, les actionnaires et les cadres dirigeants peuvent absorber ces difficultés sans envisager de formes plus importantes de restructuration. Et tout simplement en se disant, voilà, peut-être que sur l'exercice 2020, les actionnaires devront faire un effort en diminuant le montant des dividendes qu'ils perçoivent, mais une telle action permettrait tout à fait de répondre à la difficulté passagère et absorbable par l'entreprise. On peut par contre avoir des difficultés conjoncturelles qui vont venir déstabiliser l'entreprise momentanément, mais des difficultés qui finalement devraient s'atténuer et devraient s'arrêter lorsque la crise qu'on traverse actuellement sera finie. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on s'est dit que ces difficultés n'étaient que passagères, on peut se dire quelles sont les différentes formes de restructuration qu'on peut avoir, des restructurations qui seraient finalement limitées dans le temps. Et là, on va avoir notamment, on va retrouver les dispositifs d'activité partielle.
Alors, l'activité partielle, c'est un dispositif qui a été énormément utilisé par les entreprises pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. Et on a un nouveau dispositif qui est entré en vigueur le 1er juillet, qui est l'activité partielle longue durée, qui permet de réduire le volume d'activité d'emploi dans une entreprise de manière temporaire, sans pour autant supprimer de manière définitive des emplois et de ne pas procéder à des licenciements, le temps de traverser la crise que l'on connaît et puis de retrouver un volume d'emploi et d'activité plus élevé une fois que la situation se redresse. On peut ensuite avoir des difficultés conjoncturelles, mais qui vont venir déstabiliser durablement l'entreprise. Et là, on va souvent être confronté à des formes de restructuration qui vont imposer ou demander des efforts aux salariés. On verra justement dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter des éléments sur les accords de performance collective, sur un certain nombre d'autres dispositifs qui vont éventuellement permettre des départs de certains salariés dans le cadre de mobilité via un accord de GPEC, etc. La question, là, on va le voir, c'est comment on essaye tout de même de limiter dans le temps ces différents dispositifs. Et enfin, les difficultés les plus importantes qui vont être, qu'on peut caractériser de difficultés structurelles. Souvent, en fait, on va avoir des entreprises qui avaient certaines difficultés avant la crise sanitaire et cette crise sanitaire qui est venue aggraver la situation. Et là, on va souvent se retrouver confronté à des formes de restructuration plus sévères, plus conséquentes, avec des suppressions d'emplois. Et on va voir qu'il y a principalement deux dispositifs qui sont utilisés, la rupture conventionnelle collective et puis les licenciements pour motif économique et la mise en place des PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà un peu pour cette introduction. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, premièrement, avant de parler de restructuration, il faut se poser la question de quelle est la santé économique et financière de l'entreprise. Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, il faut se demander ces difficultés, quel est le meilleur outil pour y répondre. Et cet outil-là, il dépend bien évidemment du type de difficulté et de son niveau et du niveau de difficulté auquel l'entreprise est confrontée. Alors, je vais vous présenter rapidement. L'idée, ce n'est pas forcément de rentrer dans tous les détails pour essayer de garder du temps, mais de vous présenter les grandes lignes des principaux dispositifs de restructuration qui existent aujourd'hui pour avoir un peu les bons réflexes et se préparer éventuellement à travailler sur ces sujets-là. Le premier outil que je voulais vous présenter, c'est le fameux accord de performance collective. Pourquoi je dis fameux accord? C'est parce qu'on constate là, depuis quelques mois que c'est un accord qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, qui est beaucoup mis en avant par le gouvernement. Et finalement, c'est quelque chose qui se développe assez rapidement depuis quelques mois. L'accord de mobilité collective, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'unification de différents dispositifs qui existaient précédemment. On a eu par le passé notamment les accords de maintien dans l'emploi, les accords de préservation de développement de l'emploi, etc., qui fonctionnaient un peu sur la même logique, mais qui étaient différents sur certains points précis et surtout qui ont été que peu utilisés. Et donc, l'accord de performance collective, l'objectif, c'était de simplifier les procédures pour inciter à la mise en place de ce type d'accord, ce qui a l'air de fonctionner. Alors, plus en détail, l'accord de performance collective, qu'est-ce que c'est? C'est un accord qui permet de traiter 3 sujets différents. On peut en traiter 1, 2 ou 3. Et donc, c'est un accord qui peut éventuellement aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition. C'est un accord qui peut également aménager la rémunération avec la possibilité d'aller jusqu'à une baisse des rémunérations du moment qu'on respecte le SMIC et les minimums conventionnels. Mais si le SMIC et le minimum conventionnel sont respectés, un APC peut prévoir une baisse de rémunération pour les salariés. Et troisième et dernier sujet qui peut être traité dans le cadre d'un APC, c'est la mobilité professionnelle et ou géographique avec la possibilité d'imposer ce type de mobilité. Alors, l'accord de performance collective, il va traiter ces 3 sujets et une fois que l'accord est signé par des organisations syndicales représentatives à 50%, il va s'appliquer pour l'ensemble des salariés
y compris si les dispositions prévues dans l'accord ne sont pas en adéquation avec le contrat de travail de ces salariés. Finalement, l'accord, l'APC, va venir s'imposer sur le contrat de travail des salariés sur les 3 sujets dont on a parlé. Et le salarié qui refuserait de se voir appliquer les dispositions de l'APC pourrait être licencié pour un motif réel et sérieux, puisque l'APC crée une clause qu'on dit sui generis de licenciement. Finalement, cela veut dire que le salarié n'a que quasiment peu de possibilités de contester son licenciement suite au refus d'application d'un APC. Lorsqu'il y a négociation d'un APC, les organisations syndicales peuvent être assistées par un expert dans le cadre d'une mission légale qui est confiée à un expert comptable, financé à 80% par l'employeur et à 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Alors, c'est une mission particulière d'accompagnement des organisations syndicales. C'est bien le CSE qui choisit de recourir à un expert, qui désigne l'expert. Cet expert va venir épauler les OS dans le cadre de ces négociations. Quelques compléments sur cette question de l'APC pour se dire un peu quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on est confronté à une telle négociation. Ce qu'on essaye, nous, de dire aux représentants du personnel quand on intervient sur ce type d'accord, c'est de se dire que l'APC, c'est un cadre extrêmement souple à disposition des employeurs pour traiter de la question du temps de travail, de la rémunération et des mobilités, et qu'il faut du coup arriver dans la négociation à intégrer des contreparties, des garde-fous, des limites, etc., pour que l'APC ne soit pas complètement défavorable pour les salariés. Le type de contrepartie qu'on peut et qu'il faut arriver à insérer dans un APC, c'est tout d'abord des engagements sur le maintien de l'emploi. On peut imaginer que des organisations syndicales acceptent, dans le cadre d'une situation de difficulté rencontrée par une entreprise, de modifier les éléments de rémunération, de modifier le temps de travail, la mobilité, etc., pour faire face à ces difficultés. Mais s'il y a un effort qui est demandé et qui est permis par l'APC, dans ce cas-là, il faut qu'en face, l'employeur s'engage à maintenir le niveau de l'emploi avec, par exemple, l'impossibilité de procéder à des licenciements économiques durant l'application, durant la période de l'APC. On peut aussi imaginer qu'on introduise dans l'APC ce qu'on appelle une clause de revoyure, une clause de retour à meilleure fortune. Même logique, on se dit, OK, l'APC peut être une forme de réponse aux difficultés rencontrées par l'entreprise, mais dans ce cas-là, le jour où ces difficultés sont finies, le jour où l'entreprise retrouve un niveau d'activité plus élevé, de meilleures marges, etc., dans ce cas-là, on n'a plus besoin de l'APC et on peut imaginer qu'on retrouve les dispositions antérieures à l'APC. Donc ça implique, dans le cadre de ces négociations, de mettre en place un suivi des indicateurs, d'avoir des échanges réguliers entre les organisations syndicales et puis les directions. Et puis, le jour où on retrouve une situation économique et financière plus saine, on écrit dans l'APC qu'en échange, eh bien, on retrouve le niveau de rémunération, le niveau de temps de travail qui existait précédemment à l'APC. Autre exemple de contrepartie qu'on peut imaginer insérer dans un APC, c'est d'insérer dans l'accord et d'écrire qu'il y aura également, en contrepartie des mesures acceptées pour les salariés, des efforts faits de la part des cadres dirigeants, des actionnaires. On pourrait imaginer qu'il est écrit dans l'APC qu'on modifie, encore une fois, les rémunérations des salariés via l'APC, mais également qu'on limite les dividendes durant la période d'application de l'APC. Voilà un certain nombre d'exemples de mesures, de contreparties qu'on peut mettre sur la table des négociations. Encore une fois, l'APC, c'est un cadre extrêmement souple qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui n'interdit rien. Donc, on peut arriver, dans le cadre de ces négociations, à insérer des sujets qui ne sont pas forcément mis sur la table par l'employeur à l'ouverture des négociations.
Alors, avant de passer au sujet suivant, je vois une question qui est posée sur l'APC qui nous dit « Chez nous, la direction a essayé d'imposer un APC sur la suppression du 13e mois, mais on a réussi à l'empêcher en informant les salariés de ce qui se passait et en imposant un rapport de force favorable. » Alors, effectivement, hein, dans le cadre de l'APC, la question du rapport de force est, je pense, assez centrale. Étant donné que, ce que je vous ai dit, le cadre est extrêmement souple, il faut arriver à trouver les leviers pour créer du rapport de force et soit stopper la négociation, soit insérer dans le cadre de cette négociation des sujets qui n'étaient pas traités, les fameux garde-fous dont je vous ai parlé. Je continue avec un autre dispositif dont je voulais parler, qui sont les accords de GPEC. Alors, les anciens accords de GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui aujourd'hui s'appellent les accords de GEPPMM, la gestion des emplois, des parcours professionnels, de la mixité des métiers. Vous pourriez me dire, mais pourquoi on parle de GPEC, de GEPPMM, alors que le sujet du jour, c'est les restructurations. On n'est pas, normalement, la GPEC, c'est pas fait pour restructurer les entreprises. Effectivement, la GPEC, l'idée, c'est de se dire, on traite dans le cadre d'une négociation, d'un accord, des perspectives en termes d'emploi, de métier, de formation professionnelle, etc., en lien avec les prévisions qu'on a d'activité pour l'entreprise, d'une stratégie d'entreprise, etc. Sauf qu'à travers ces accords de GPEC, on a la possibilité d'introduire dedans des dispositifs qui permettent, sur la base du volontariat, des mobilités externes, c'est-à-dire des départs de l'entreprise et qui finalement se traduisent par des suppressions d'emplois dans l'entreprise. On a la possibilité, en fait, dans l'accord de GPEC, d'avoir un congé de mobilité. Et c'est ce dispositif-là qui, finalement, aboutit à des suppressions d'emplois. Donc, on voit assez régulièrement des entreprises qui utilisent les accords de GPEC et de GEPPMM avec un peu pour objectif de réduire le volume de l'emploi. Donc là encore, le point de vigilance, c'est de se dire, attention, ouverture d'un accord de GPEC, de GEPPMM, on sait qu'à travers ce type d'accord, on peut arriver à des suppressions d'emplois dans l'entreprise. Je ne peux pas dire il ne faut pas aller sur ce genre de sujet, mais il faut se dire voilà les conséquences que ça peut avoir et rentrer dans la négociation avec ces éléments-là en tête. Je passe rapidement sur les accords de GEPPMM parce que dans la période actuelle, dans la crise sanitaire que nous traversons, on pense et on voit que ce n'est pas le principal dispositif qui aujourd'hui est utilisé, mais tout de même, point de vigilance sur ces négociations-là qui peuvent finalement être un peu dévouées de leur sens original et être utilisées comme outil de restructuration par les directions des entreprises. Souleymane, une petite remarque de Mathieu. Alors, une remarque qui nous dit par départ pour ne pas changer de métier. Oui, alors effectivement, en fait, les départs qui sont envisagés dans les accords de GPEC, c'est souvent, ils sont souvent prévus en se disant il y a une évolution des métiers et éventuellement la disparition de certains métiers qui sont prévisibles. Et donc, du coup, on laisse les salariés volontaires quitter l'entreprise pour faire face à cette transformation des métiers. C'est quelque chose qu'on peut retrouver. Mais voilà, là encore, le point de vigilance à avoir, c'est de se dire, via ce type d'accord, on peut avoir des impacts sur l'emploi, des suppressions d'emplois. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que ces suppressions d'emplois sont légitimes, correspondent à la situation économique et financière de l'entreprise, aux difficultés qu'elle rencontre, ou non, en tout cas s'interroger sur ces éléments-là. Je continue sur un autre outil de restructuration que sont les ruptures conventionnelles collectives. La rupture conventionnelle collective, c'est un accord collectif, donc là encore signé par les organisations syndicales représentatives à 50% ou éventuellement à 30% et validé
par un référendum qui permettent des départs de l'entreprise de manière volontaire, mais qui vont finalement aussi se révéler être une possibilité de réduire les effectifs d'une entreprise, de supprimer des emplois de manière dérogatoire au licenciement pour motif économique. Là encore, c'est un dispositif qui est relativement, voire même très souple pour les employeurs, puisque pour mettre en place une ERCC, il n'y a pas d'obligation de consulter le CSE, il n'y a pas d'obligation d'avoir un motif économique, il n'y a pas l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, avec l'ensemble des éléments qu'on doit y retrouver, dont je vais vous parler juste après. Il n'y a pas de possibilité de faire appel à un expert pour les représentants du personnel. On n'a pas de mesures minimum d'accompagnement qui sont prévues dans le cadre d'une ERCC. Et pour autant, on a les avantages fiscaux et sociaux avec un régime relativement favorable pour les entreprises. Donc, vous voyez qu'on est là encore sur un dispositif relativement simple où on dit, par accord, vous pouvez un peu donner un cadre à des ruptures conventionnelles collectives, mais sans accompagnement garanti minimum pour les salariés. Donc là encore, l'idée, c'est d'arriver à réintroduire des sujets qui ne sont pas prévus dans le cadre de la négociation et prévoir des accompagnements minimums, des garde-fous, des barrières, etc. pour traiter de ces sujets-là. Et dernier dispositif dont je voulais parler, alors vous voyez, je l'ai fait un peu par ordre d'importance, hein, l'APC, la RCC, puis là on arrive finalement aux formes les plus lourdes de restructuration qui sont les licenciements pour motif économique et les PSE. Alors, souvent on entend parler de PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. On peut aussi entendre parler de PSE, PDV, plan de départ volontaire, sachant que le PDV se fait dans le cadre légal de la procédure de PSE. Quelques éléments là-dessus. Contrairement aux autres dispositifs dont j'ai parlé précédemment, l'APC, la RCC, etc., dans le cadre des licenciements pour motif économique, on a un cadre légal qui est plus important, alors que dans les autres dispositifs, finalement, on nous dit vous avez la possibilité de négocier et puis vous faites bien ce que vous voulez. Dans le cadre d'un PSE, PDV, on a un certain nombre d'éléments à respecter et un cadre plus protecteur, davantage protecteur pour les salariés. Qu'est-ce que nous dit la loi? La loi nous dit plusieurs choses. Elle nous dit que, premièrement, lorsqu'une entreprise décide de supprimer 10 emplois ou plus pour motif économique sur une période de 30 jours, elle est dans l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Cette obligation, elle s'applique pour des licenciements contraints, mais elle s'applique également si on procède à des départs volontaires et qu'on envisage plus de 10 départs volontaires sur une même période de 30 jours. Et puis, on nous précise après un certain nombre d'éléments que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi en termes d'indemnité, de congés de reclassement, d'aide à la formation, etc. La loi nous précise également qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un motif économique permettant ces licenciements. On a 4 motifs économiques prévus par la loi. Tout d'abord, des difficultés économiques. Et donc là, on va trouver maintenant dans la loi des éléments qui permettent de caractériser ces difficultés économiques en fonction de l'évolution d'indicateurs sur une période de référence qui dépendent de la taille de l'entreprise. Il faut qu'on ait un certain nombre de trimestres de baisse d'activité, de carnet de commandes, de résultats, etc., selon le nombre de salariés dans l'entreprise pour caractériser ces difficultés économiques. Autre motif économique qui est admis par la loi, c'est celui des mutations technologiques. Si une entreprise se retrouve en difficulté en raison de mutations technologiques, souvent je prends l'exemple de Kodak, le fabricant de pellicules photo, qui à un moment s'est retrouvé confronté à un changement brutal de technologie avec l'apparition des appareils photo numériques, etc., qui fait que
eh ben, on a un marché qui s'effondre assez rapidement et qui a des conséquences sur la situation économique et financière d'une entreprise. Et cette mutation technologique est l'un des motifs prévus par la loi pour procéder à des licenciements économiques. Bon, il est peu utilisé, ce motif, on le rencontre peu souvent. Celui qui est, par contre, très souvent utilisé, excusez-moi, c'est la possibilité de procéder à des licenciements lorsqu'il y a une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Ce terme de sauvegarde de compétitivité, c'est celui qu'on retrouve dans la loi et qui est finalement plus flou que les autres. Les difficultés économiques, c'est peut-être plus facilement caractérisable. Qu'est-ce qu'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité? Souvent, la bataille porte là-dessus. Une entreprise va dire, ah, si, moi j'ai une menace sur ma sauvegarde de la compétitivité, donc j'ai un motif économique, donc je peux procéder à des licenciements. Mais en regard de ça, il va falloir s'interroger sur ce motif, est-il réel ou non? C'est des éléments sur lesquels peuvent travailler les élus de CSE, éventuellement accompagnés par un expert. Dernier motif économique qui est la cessation d'activité d'entreprise. Lorsqu'on est, là, on est vraiment dans la situation la plus difficile. En cas de cessation d'activité, on a la possibilité de procéder à des licenciements pour motif économique. Petite précision importante, c'est que ce motif économique, il ne s'apprécie pas uniquement aux bornes de l'entreprise, mais pour les entreprises qui appartiennent à un groupe, on va analyser l'existence de ce motif économique aux bornes de la branche d'activité dont fait partie l'entreprise sur le territoire national. Et donc, on peut, si une entreprise, un groupe, a une branche d'activité avec plusieurs entreprises installées en France, dans l'entreprise A, si elle a des difficultés, ce n'est pas uniquement la situation économique et financière de cette entreprise qui va nous caractériser l'existence ou non d'un motif économique, mais il faut bien analyser l'ensemble des entreprises de ce secteur d'activité. Voilà un peu pour les éléments sur le cadre légal. Quelques éléments sur la procédure. Alors, il y a une question peut-être en lien avec ce que je viens de dire. Dans un groupe avec une des filiales qui est une société anonyme et avec des agences, CSE régionaux avec plusieurs agences et CSE centrales sur le périmètre de la société anonyme, un PSE se décide-t-il au niveau de l'agence, de la région ou de la société? Alors, le PSE, c'est bien l'entreprise qui va le mettre en place. Donc là, si j'ai bien compris la question, là, on serait au niveau de l'ASA. Après, dans le cadre du projet de réorganisation qu'on va présenter, l'entreprise au sens juridique va dire je vais procéder à des licenciements pour motif économique, mais ensuite elle va préciser quels sont les postes qu'elle supprime et elle peut expliquer qu'elle doit supprimer des postes uniquement sur un périmètre régional, voire même plus petit. Après, on va rentrer dans des éléments plus précis que je n'aurai pas forcément le temps de développer aujourd'hui, mais on va devoir traiter du périmètre d'application, des critères d'ordre qui permettent de désigner les postes qui sont supprimés, etc. On peut effectivement avoir un découpage plus précis, mais la procédure est bien faite au niveau de l'entreprise. Alors, quelques éléments justement sur cette procédure de PSE ou de PSE-PDV. On a deux processus distincts et parallèles. Tout d'abord, on a une double information et consultation du CSE. Vous voyez là encore le rôle important que jouent les représentants du personnel dans ces moments de restructuration, puisque en cas de PSE, on doit avoir une information consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. On parle souvent de livre 2, et donc on doit vous apporter des éléments présentant le motif économique, présentant la réorganisation, sa justification, les emplois qui sont supprimés, l'organisation actuelle de l'entreprise et puis l'organisation cible, etc. Et on doit également informer et consulter le CSE sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc les fameuses mesures sociales d'accompagnement qui vont être mises en place pour les salariés licenciés. Et donc, ils vont nous présenter les indemnités auxquelles aura le droit le salarié, les éventuelles aides à la formation, à la reconversion, les aides à la création d'entreprise,
les aides au reclassement interne et externe, etc., avec un certain nombre d'obligations et de minimums à respecter. En parallèle de ce travail mené par le CSE et de ce double information-consultation, on va avoir la possibilité d'avoir une négociation entre les organisations syndicales et la direction sur justement le contenu de ce PSE et ses mesures d'accompagnement. Dans une très grande majorité des cas, ces négociations sont ouvertes. Après, on aboutit ou pas à un accord, ça c'est une autre question. Mais les employeurs ont toujours tendance à tenter d'avoir un accord sur le PSE. Pourquoi? Parce que la directe, donc les services du ministère du Travail en région chargés du suivi des entreprises, vont avoir un rôle à jouer tout au long de la procédure. Mais lorsqu'il y a une négociation et un accord sur le PSE, la directe va finalement avoir un contrôle relativement léger. Elle va regarder si les réunions de négociation se sont bien passées, pour caricaturer un peu la situation, mais un contrôle vraiment très, très light. Par contre, s'il n'y a pas d'accord ou si l'employeur choisit de faire son PSE de manière unilatérale, là, la directe va rentrer davantage dans le dossier et analyser un certain nombre d'éléments, ce qu'elle ne fera pas en la présence d'un accord. Donc, vous voyez pourquoi les directions sont fortement incitées à négocier sur ces sujets-là. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, vous voyez le rôle important là qui est donné à l'ensemble des IRP, à la fois au CSE et puis à la fois aux organisations syndicales dans cette forme la plus lourde de restructuration qui se fait à travers les licenciements pour motifs économiques. Alors, je vais terminer la présentation par quelques éléments sur les cas des entreprises en grande difficulté. Alors, je passe rapidement, mais vous recevrez le support. On a ici un peu essayé, encore une fois, de caractériser de manière plus détaillée les différents indicateurs, les différents signaux qui sont intéressants pour anticiper une situation critique d'une entreprise et anticiper les situations de grandes difficultés. 4 grands sujets qu'on peut observer en tant que représentant du personnel. La question de l'environnement, est-ce qu'il y a des litiges avec les salariés, les clients, les fournisseurs, comment se porte la politique de R&D, etc. Bien évidemment, la situation financière de l'entreprise, on en a un peu parlé, mais regardez l'évolution des capitaux propres, la situation de la trésorerie, les éventuels retards de paiement, les difficultés du groupe, etc. Donc, toujours de la même manière, essayer de collecter le maximum d'informations, notamment en réunion de CSE, pour suivre ces éléments-là. Mais on peut aussi s'intéresser aux questions de management, d'organisation. Est-ce qu'on sent qu'il y a des départs d'actionnaires, des désaccords entre actionnaires ou entre managers, entre cadres dirigeants? Comment évolue l'encadrement dans l'entreprise? Est-ce qu'on sent qu'il y a une désorganisation de l'entreprise ou non? Tout ça, c'est des signaux intéressants à suivre et à analyser. Et puis, bien évidemment, on en a aussi un peu parlé déjà, tout ce qui concerne l'activité et l'exploitation de l'entreprise. Si on entend parler de perte de marché important, de sous-activité, de baisse du carnet de commandes, d'une dégradation des résultats, tout ça, c'est des signaux inquiétants qui doivent alerter les représentants du personnel. Je voulais faire un petit point maintenant sur la question des difficultés et la notion plus précisément de cessation de paiement. La notion de cessation de paiement, c'est une notion qui est définie par le Code du commerce et qui correspond à l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Le passif exigible d'une entreprise, c'est le passif qui doit donner lieu à un paiement immédiat ou rapide. Et donc, quand une entreprise est dans l'impossibilité de payer ce qu'elle doit avec son actif disponible, c'est-à-dire ses disponibilités de l'entreprise et éventuellement les actifs qui peuvent générer presque immédiatement des liquidités,
des stocks qu'on peut rapidement vendre, des créances qu'on peut récupérer rapidement. Et ben, quand l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve dans une situation dite de cessation de paiement. Vous voyez que c'est une situation en lien avec son niveau de trésorerie. Une entreprise qui est en cessation de paiement, elle a l'obligation le dirigeant doit effectuer une déclaration au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire et donc informer la justice de cette situation de cessation de paiement. Et cette situation de paiement va entraîner deux types de procédures différentes. Je vous montre directement les deux types de procédures qu'on peut avoir. On va avoir des procédures amiables et préventives. Alors, avant la cessation de paiement, on va avoir la possibilité de mise en place de mandats ad hoc ou de conciliation pour gérer cette question des paiements de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir des procédures judiciaires et collectives, des procédures de sauvegarde, et une fois que la situation de paiement est constatée, une procédure soit de redressement judiciaire, soit de liquidation judiciaire. Quelques éléments complémentaires. Avant la cessation de paiement, l'idée, c'est ici de se dire comment on se prépare à ces situations en tant que représentant du personnel et quel est le rôle que peut jouer notamment le CSE lorsque on pressent de grandes difficultés pour l'entreprise. Il y a un certain nombre d'éléments et d'actions que peut faire le CSE avant la déclaration de cessation de paiement. Tout d'abord, je rappelle que le CSE a une compétence générale sur la marge générale de l'entreprise. Il doit être informé sur la marge générale de l'entreprise. Et donc, à ce titre-là, ça revient à ce que j'ai dit plusieurs fois précédemment dans la présentation, mais il faut avoir des informations précises, régulières et détaillées sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et le CSE doit suivre ces éléments-là. Le CSE peut aussi recourir à un expert comptable sur la situation économique et financière qui va lui permettre d'aller creuser un certain nombre de sujets, d'avoir accès à des informations plus précises, plus détaillées pour affiner son analyse de la situation économique et financière. Le CSE a aussi la possibilité de rencontrer, de faire venir en réunion de CSE le commissaire aux comptes pour l'interroger sur son appréciation qu'il a eue des comptes, sur des éléments précis et valider sa bonne compréhension et encore une fois anticiper des situations difficiles. Et puis le CSE peut aussi déclencher une procédure de droit d'alerte économique qui est une procédure particulière, etc., sur laquelle je ne reviendrai pas en détail, mais qui permet encore une fois de se donner un cadre pour anticiper ces éléments et travailler en amont de la déclaration de la cessation des paiements. Après la cessation de paiement, là aussi, les représentants du personnel ont un rôle important à jouer et d'une manière générale, le CSE doit être informé et consulté aux différentes étapes de la procédure. Avant l'ouverture de la procédure, une fois que l'administrateur judiciaire présente son bilan économique et social, le CSE doit aussi en être informé. Lorsqu'il y a un plan de redressement qui est établi et des propositions de règlement de dette, etc., le CSE doit aussi également disposer de cette information. Quand on a des offres de reprise, des offres de cession et de reprise qui sont mises sur la table, là aussi, le CSE doit être informé et consulté sur ces offres. Et puis, on peut se trouver dans le cas de cessation de paiement sur un projet de licenciement économique PSE. Là aussi, le CSE doit être informé et consulté. Et finalement, on va avoir aussi une participation d'un représentant du CSE à chaque audience devant la justice sur cette procédure particulière. Alors, vous avez ici un petit schéma qui résume les procédures collectives avec trois chemins possibles. Vous voyez le tribunal de commerce qui va ouvrir les procédures avec un jugement d'ouverture.
On peut avoir le premier chemin qui va être la mise en place d'une procédure de sauvegarde qui va définir une période d'observation de l'évolution de la situation de l'entreprise et puis un plan de sauvegarde qui sera établi. On peut avoir un chemin 2 qui va nous conduire directement à une liquidation judiciaire. Et puis, on peut avoir un troisième chemin qui va être l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Alors, vous voyez que quand on a pris le premier chemin après la période d'observation, on peut aboutir à cette période de redressement judiciaire. Là encore, une période d'observation est définie. À la fin de cette période d'observation, on peut basculer sur une liquidation, mais on peut aussi avoir un plan de continuation ou un plan de cession qui est mis en place. Donc voilà un peu la manière dont s'articulent ces différentes étapes des procédures collectives. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire qu'à chaque étape, les représentants du personnel ont un rôle important à jouer et doivent en être informés. Finalement, quels sont les critères… Ah, pardon, excusez-moi, je suis allé trop loin dans ma présentation. Quels sont les critères alors, là, on arrive à la question finale de ces situations de grande difficulté, qui est la reprise par un repreneur. Et je vous ai dit tout à l'heure que les représentants des salariés doivent être informés et consultés sur cette question des repreneurs. Donc, on a essayé un peu de résumer ici les critères de choix qui permettent aux représentants des salariés d'exprimer leur position. Ils sont au nombre de 3. La pérennité et la solidité du projet de reprise, le nombre de salariés qui est repris, et puis le prix payé par le repreneur. Et pour les représentants des salariés, il s'agit de donner un avis sur les éventuels repreneurs qui est transmis au tribunal de commerce. Les représentants du salarié peuvent rencontrer les éventuels repreneurs, discuter de leur projet pour se forger leur opinion sur ce projet. Et puis, éventuellement, on peut aussi avoir des représentants du salarié qui peuvent contribuer ou porter un projet de reprise par les salariés. Notamment, on a eu des exemples assez emblématiques de reprise en scope par les salariés de leur propre entreprise. Voilà un peu pour les principaux éléments sur lesquels je voulais revenir avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai conscience que tout ça était un peu dense, mais l'idée, c'était, encore une fois, de donner des réflexes, les grandes lignes de fonctionnement sur ces questions de restructuration pour s'y préparer, puisqu'on sait que malheureusement, dans la période actuelle, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés risquent d'être confrontés à des restructurations et que celles-ci peuvent prendre des formes diverses. Je vous propose de m'arrêter là pour la partie de présentation. Il nous reste une petite dizaine de minutes et donc d'en profiter pour répondre aux questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou aux questions que vous vous posez à l'issue de cette présentation. Souleymane, le module questions-réponses, c'est une question de Jeanne Sandia. Dans le cadre d'un CSE central ou CSE d'établissement, à quelle période le CSE d'établissement a un levier? Alors, ça va vraiment dépendre des sujets et des procédures dans lesquelles on est. La règle générale, maintenant, il y a eu différents changements récents législatifs sur l'articulation entre CSE central et CSE d'établissement. Le principe général maintenant, c'est que les consultations sont menées au niveau central sur les projets, et donc notamment sur les projets de réorganisation, et les établissements ne sont informés et consultés que sur les dispositions particulières propres à leur établissement. Donc voilà, il faut arriver à articuler tout ça. L'établissement, il est concerné en gros sur ce qui est spécifique à son établissement et le reste de la consultation se fait au niveau central.
Une question dans le chat, je te laisse y répondre. Alors, pardon, je ne voyais pas le Pardon, Mathieu. chat. Est-ce que des abandons de poste peuvent compter dans les 10 départs en 30 jours? Je réfléchis et je n'aurai pas de réponse précise à apporter au sujet, parce que là, on est sur un élément juridique extrêmement technique. J'aurais tendance à dire que non. Hein, la règle des 10, c'est quoi? C'est 10 licenciements pour motifs économiques qui sont anticipés. L'abandon de poste, moi, c'est autre chose qu'un licenciement pour motif économique. Après, voilà, je donne cette réponse-là avec les précautions à prendre sur une question très complexe qu'il faudrait éventuellement poser à un avocat qui serait plus à même de répondre. Alors après, effectivement, je vois bien la question qui est derrière, puisque Mathieu précise, la direction d'entreprise pousse aux abandons de poste. Assez régulièrement, on est alerté ou confronté dans des entreprises à des situations où on voit bien que on incite à des départs, où on laisse certains départs se faire hors cadre collectif. Et la question, c'est de se dire comment on parvient à imposer un cadre de gestion collective et éventuellement à forcer à la mise en place d'un projet de licenciement pour motif économique avec un PSE qui, pour moi, je pense, est un cadre global protecteur pour les salariés et qui évite que les choses soient faites sans droit de regard des IRP, sans information consultation et sans gestion collective des sujets. Un exemple plus précis de ce que j'essaie d'expliquer, c'est par exemple, j'ai dit il faut 10 licenciements pour motif économique dans une période de 30 jours. On peut voir, on a vu dans le passé et on voit encore des entreprises qui tentent de faire 9 licenciements, puis le mois d'après 9 licenciements, puis le mois d'après 9 licenciements. Mais on voit aussi des décisions de justice qui nous expliquent que dans ce cas-là, on peut requalifier et si on a des éléments nous prouvant que tout ça, c'est la conséquence d'un même projet, et on aurait dû ne pas avoir des 3 vagues de 9, mais bien prendre en compte les 27 d'un coup et donc l'obligation de mise en place d'un CSE. Quand on pressent des éléments comme ça, de direction qui finalement cherchent à se détourner de la mise en place des procédures prévues, de gestion collective, etc. Je pense que le premier réflexe à avoir, c'est d'alerter l'inspecteur du travail et ou la directe, mais plutôt l'inspecteur du travail. Pour l'inspecteur du travail, il a un droit de regard sur l'ensemble des mouvements dans l'entreprise, et notamment des départs. Après, ils sont souvent bien occupés et donc quand on ne les alerte pas, ils ne vont pas forcément être vigilants à ces sujets-là, mais si on les alerte, ils peuvent aller regarder ce qui se passe et éventuellement, ils ont un droit d'injonction sur les entreprises pour les contraindre à mettre en place les procédures collectives qu'ils auraient dû mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors peut-être en attendant éventuellement que d'autres... Ah si, alors pardon, je vois des questions dans le module. On me demande si ce sont bien les organisations syndicales qui négocient sur les PSE, j'imagine. Oui, dans le cadre des procédures pour licenciement pour motif économique et de la mise en place d'un PSE, les négociations sont ouvertes avec les organisations syndicales représentatives. On a bien deux choses en parallèle. On a le CSE qui va être informé et consulté sur le projet de réorganisation, de diminution des effectifs, le motif économique, etc. Et puis en même temps, les organisations syndicales qui vont être amenées à négocier le contenu des mesures d'accompagnement. Mais ce n'est pas le CSE qui mène ces négociations-là, ce sont bien les OS. Alors, peut-être il nous reste encore quelques minutes, 3-4 minutes. Si vous avez encore des questions, j'en profite pour vous rappeler
que le replay du webinaire sera disponible sur le site de Syndex, syndex.fr. Et puis, sur ce site, je vous invite à le consulter régulièrement. Vous verrez, on met un certain nombre d'informations en lien un peu avec l'actualité qui peut concerner les IRP, des fiches pratiques qu'on réalise un peu pour aider les représentants des salariés dans leur travail. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en espérant que vous y trouverez des informations utiles. S'il n'y a pas de questions, eh ben, je vous propose de s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui partiraient déjeuner. Au revoir.